Bonsoir à tous. Merci d'être présent pour ce petit talk sur TypeScript. Avant de démarrer, je vais faire un petit sondage à main levée rapidement. Qui code en TypeScript dans la salle? Ok, bon. Il y a pas des... et à l'inverse, qui n'a jamais codé une ligne de TypeScript? Donc, je vois un peu... Ok, bon, merci pour la répartition. On va voir dans ce petit talk aujourd'hui un peu comment il fonctionne à l'intérieur et comment on peut le détourner éventuellement pour faire d'autres choses que la compilation d'un fichier TypeScript à la base. Et puis des petits trucs un peu sympas. L'idée, c'est pas de voir dans le détail pourquoi telle erreur arrive à tel moment, etc. Là, c'est plus détourner, voir comment il fonctionne, et puis faire des choses et voir des petits exemples de ce qu'on peut faire avec après derrière. Je me présente, je m'appelle Vincent Globinski, je suis architecte logiciel chez S2I à Rennes. Je travaille principalement dans la partie front, tout ce qui est dans le browser, toutes les API en TypeScript, en Angular, en JavaScript, voilà, tout ce qu'on peut faire avec toutes les nombreuses API qu'on a dans le browser. Je partage là, j'enverrai les slides sur Twitter à la fin. Sinon, sur ce petit lien là, vous avez un résumé en sketchnote des slides, de tout ce qui est expliqué dans le talk. Si vous voulez avoir un condensé rapide en visuel de tout ce que je vais expliquer là, vous pouvez les récupérer sur cette URL là aussi derrière. L'agenda, on va regarder un peu d'abord ce qu'est un compilateur, comment ça fonctionne, les différentes phases. Après, on verra le cas pratique du coup de TypeScript, et ensuite on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fameux AST qu'on va voir après derrière, et puis des petites démos un peu sympas pour s'amuser sur la fin. Alors avant de démarrer, du coup, je vais passer rapidement sur ces slides-là, mis à part les quelques personnes qui ne connaissent pas trop. TypeScript, vous le connaissez tous, hein, c'est un superset de JavaScript qui est là pour compiler des fichiers TypeScript et récupérer du JavaScript à la fin. Et l'idée, bien entendu, quand ça a été créé, c'était de combler un peu la lacune principale de JavaScript, qui est que c'est un langage typé dynamique, et donc de renforcer un peu la qualité de code et de pouvoir avoir des projets JavaScript qui scalent beaucoup plus rapidement en termes de taille de projet, de fichiers, etc. derrière. Donc TypeScript se positionne comme un superset de toutes les versions de JavaScript, hein, ES6, ES7, etc. Il se positionne bien en avance de phase et il propose d'autres choses par rapport à la syntaxe JavaScript de base et d'autres choses qui sont bien sûr supportées. Qu'est-ce qu'est un compilateur? D'abord, on va voir un peu toutes les phases, comment ça fonctionne de manière assez simple, et après on verra l'implémentation avec TypeScript. Alors, le compilateur, tout d'abord, la petite définition Wikipédia, c'est un programme qui va transformer une source de code dans un langage de programmation dans un autre langage. Donc, l'utilisation principale, vous vous en doutez de tout, c'est de compiler des fichiers, d'avoir un programme exécutable à la fin. Voilà un exemple un peu plus parlant. On a du code, donc là c'est TypeScript, mais ça pourrait être de l'ES6, bon là c'est de l'ES6 dans du TypeScript. Et l'idée là c'est que c'est du code qui est lisible par de l'humain, qui est assez haut niveau, avec des fonctionnalités X ou Y. Et l'idée après, dans la phase de compilation, c'est de récupérer du code à assez bas niveau, ou en tout cas plutôt compréhensible et optimisé pour le compilateur ou pour un ordinateur final. Dans notre cas, pour le front, c'est pour la VM JavaScript dans votre browser derrière. Alors, je parle de la transpilation par rapport à la compilation, parce qu'il y a souvent des mélanges. La transpilation est vraiment différente dans le sens où vous restez dans le même contexte. Là, on a toujours le même code. Si vous allez le transpiler en ES5, vous avez les classes qui ont été réécrites en version ES5 avec des fonctions. Là, on reste sur le même contexte, même niveau d'abstraction et même compréhension au niveau de l'humain. Donc ça, c'est bien différent de la partie compilation derrière. Donc le process général. On passe par une première phase de parsing, donc tout le code et tous les fichiers sont parsés par le compilateur. Il y a un certain nombre de nœuds ou de représentations qui sont faites par rapport à cette première phase-là. Ensuite, ça passe par une phase de transformation, où on va travailler un peu avec tous ces nœuds-là qui ont été créés, ces symboles qu'on verra après derrière, toutes les données enrichies qui ont été posées là-dessus. Et après, c'est le travail du compilateur, suivant le langage dans lequel vous travaillez, et le langage éventuellement la destination finale, de faire son travail derrière, de générer du coup le code final qui va être dans éventuellement un autre niveau et une autre version éventuellement derrière.
Alors plus en détail, la phase de parsing, elle prend le code brut, elle le transcrit dans une première représentation abstraite du code. Et donc cette phase-là, elle passe par deux petites sous-phases. Il y a d'abord une analyse lexicale. Donc c'est par exemple prendre cette ligne de code-là, elle va la découper. Donc le mot-clé let, le message, l'instanciation et la valeur derrière. Elle va la découper en jeux, on appelle ça des tokens. Et sur ces premiers jeux de tokens-là, il y a une deuxième analyse syntaxique qui va être faite, qui va reformater un peu ces tokens-là pour les mettre en forme et poser une représentation sur qu'est-ce qu'est ce mot-clé-là, le let, qu'est-ce que c'est. Donc il y a forcément une correspondance qui est faite dans le code du compilateur pour savoir que let, c'est bien un mot-clé de JavaScript ou TypeScript, etc. derrière, le égal et tout ce qui traîne derrière, pour du coup récupérer un jeu de tokens comme celui-là, par exemple. On voit que le let, c'est un keyword, le message, c'est un identifier, le égal, un ponctuateur, et le string, le message derrière, c'est une string. Et donc, après cette deuxième phase-là, il y a une représentation un peu plus aboutie qui est faite par cette première phase de parsing et qui va nous représenter le code de manière un peu plus abstraite, avec une notion de hiérarchie. Et donc c'est ce fameux AST ou Abstract Syntax Tree que vous voyez de temps en temps, qui est cité de temps en temps, et qui du coup voilà une représentation un peu plus parlante, on va dire, de la ligne de code qu'on a vue avant. Une fois qu'on a ce code AST là, on peut faire tout un tas de transformations. La phase de transformation va faire ça. Sur tous les nœuds, elle va essayer de détecter un peu le contexte, qu'est-ce qui a été transmis, les relations entre les nœuds, on va le verra dans la partie TypeScript après derrière, et va pouvoir commencer à travailler pour faire la transcription dans la version finale. Et la phase de génération, elle va prendre ce qui a été généré avant et générer le code qui a besoin d'être généré, suivant le contexte, suivant la transpilation, suivant la destination finale du code que vous avez donné en entrée. Alors pour TypeScript, les phases qu'on a vues avant, elles sont un peu plus éclatées, un peu plus enrichies. Mais c'est quand même le même process avec juste plusieurs phases, notamment la grosse phase de type checking pour les vérifier que vous n'avez pas mis une string dans éventuellement une variable que vous aviez typée en number, par exemple, pour le cas le plus simple. Au niveau de l'architecture de TypeScript, si vous allez regarder sur le GitHub, dans le wiki, il y a tout un tas de pages où ils expliquent un peu l'architecture du compilateur et toutes les autres couches qui sont proposées par TypeScript pour justement faire toutes les extensions que vous avez dans VS Code ou dans tous vos IDE pour faire de l'autocomplétion, du parsing automatique, tout un tas de plugins ou d'extensions qui sont basés sur TypeScript et qui utilisent par exemple la couche, le language service ou toutes les couches au-dessus. Ou alors, si vous voulez, on le verra dans les exemples après derrière, vous pouvez sinon travailler avec le compilateur en mode standalone avec la ligne de commande TSC derrière. Donc, TypeScript, lui, il a encore un peu ces phases-là en un peu plus éclatées. Il y a la première phase de scan qu'on a vue auparavant. Donc lui, ils appellent ça un scanner, qui est piloté par un parseur, qui est donc la phase d'après. Donc c'est cette première phase-là qui va s'occuper de générer le stream de tokens. Donc si on reprend un exemple, donc là les exemples de code, c'est si éventuellement, au fur et à mesure, vous vouliez compiler à la main vous-même un fichier TypeScript, il faudra exécuter tous ces lignes bouts de code qu'on va voir au fur et à mesure, qui vont vous permettre éventuellement d'avoir la main sur les différentes phases, et on verra après sur justement, à un moment donné, la phase où vous allez récupérer l'AST, pouvoir travailler, faire autre chose que simplement de la compilation derrière. Donc là, à la suite de ça, vous allez récupérer dans cette première partie-là, vous allez récupérer la liste des tokens, donc avec l'identifier, le var keyword, etc. derrière. Toutes ces clés-là sont disponibles dans l'API, dans le mot-clé global TS. Là. Il y a tout un tas de sous-options pour vous permettre de savoir que quand vous allez récupérer un 104, c'est un var keyword, etc. Là, il y a tout un tas de correspondances que vous pouvez utiliser derrière. Et à la suite de ça, donc, le premier stream de token, il passe dans le fameux parseur qu'ils appellent en interne, qui lui est piloté de manière un peu plus haute par un programme, donc c'est à vous de l'appeler et de le générer derrière.
Et c'est dans cette phase-là que le fameux AST est généré. Alors l'exemple donc de gauche, c'est l'API la plus simple pour justement faire éventuellement la première et la deuxième phase en gros. Vous lui donnez du code source, éventuellement un nom de fichier, etc. La target finale, si vous avez besoin de faire de la transpilation, on le verra après derrière. Et sur la droite, vous allez récupérer ce fameux AST avec, bon, c'est un format très très proche du JSON, hein, avec tout un tas d'informations derrière. Donc l'AST pour une ligne de code, ça ne va pas être très long. Quand vous avez une classe avec tout plein de fonctions, de variables, ça va commencer à être assez compliqué à manipuler. Donc il y a des outils en ligne, j'en ai mis deux là, il y a stexplorer.net et tsastviewer.com qui vous permettent éventuellement de copier-coller du code en ligne dans le browser et de voir un peu en live le résultat de l'AST et d'essayer de naviguer, de débugger si vous avez besoin de travailler là-dessus. Donc à la suite de ça, on a cet AST-là qui a été généré. Et à la suite de ça, le binder, lui, va prendre la main pour commencer à essayer de connecter un peu tous ces différents nœuds et d'appliquer le système de typage. Donc pour ça, il va créer des symboles. C'est la première phase de passe sémantique. Donc ces fameux symboles-là, pour lui, c'est d'essayer de comprendre que sur l'appel d'une fonction, sur les paramètres qui ont été donnés en entrée, sur ce que la fonction va renvoyer, le typage qui a été déclaré, sur le retour de la fonction, etc. derrière, il va essayer de détecter que vous dites la fonction doit renvoyer un number, et puis en fait, vous, après, dans le corps de la fonction, vous renvoyez un string. Bah là, TypeScript, il va vous lever une erreur en vous disant attention, tu es censé renvoyer un nombre, là, tu renvoies un string. Donc c'est toute cette phase-là. Et c'est dans toute cette partie-là que TypeScript va commencer à essayer de générer un peu cette cohérence-là. Donc là, c'est pareil, il y a encore une autre API pour essayer de binder. Donc là, le parseed source file, c'est le résultat de ce qu'on avait avant, là, qui était à peu près là, je l'avais généré là. Là, vous récupérez l'AST dans cette variable-là. Et après, vous lui donnez dans cette autre API-là l'AST, et il va vous donner un peu plus d'infos sur tous les symboles et les relations qu'il a commencé à poser un peu là-dessus. Donc là, les fameux symboles, c'est par exemple sur cet exemple-là, de savoir que sur la constante personne, qui est de type personne en P majuscule, qui sont deux interfaces qui ont été déclarées plus haut, elle a deux propriétés qui sont edge et name derrière. C'est toute cette phase-là qui va permettre de faire les relations un peu plus intelligentes entre tous les nœuds. Et à la suite de ça, il y a le checker, donc, qui est encore la quatrième phase, qui prend la main, toujours piloté par un programme, et qui, là, est la deuxième phase de passe sémantique de TypeScript, qui va du coup faire l'analyse un peu plus poussée des relations entre tous ces symboles-là, de vérifier les typages, d'assigner les bons types, etc., de vérifier les retours, les entrées, et justement de commencer à générer des erreurs en interne ou de lever soit des warnings, soit des erreurs, suivant les diagnostics qu'il a fait de manière automatique, toutes les histoires d'interface ou d'interférences, des genres-là, pour justement pouvoir vous remonter les erreurs après derrière. C'est un des fichiers les plus gros dans les sources de TypeScript, je crois qu'il fait 1 ou 2 mégas, il est juste gigantesque le fichier. Et donc là, vous avez un exemple où vous pouvez, en lui donnant, donc là, je vais lui donner un nom de fichier, en créant un programme, en lui disant, j'attaque directement l'API, donne-moi les diagnostics sur ce fichier-là. Là, dans le tableau, il n'y en a qu'un seul. Et en fait, quand je fais le console.log sur les diagnostics, vous allez bien avoir des infos sur ce fichier-là. Il y a une erreur là qui est de catégorie. Donc là, c'est une erreur qui est, il va vous remettre un message disant tu as essayé d'affecter un nombre dans une string, c'est pas permis. Donc là, il vous lève une erreur derrière. Donc cette phase-là, toujours du diagnostic, il a pris l'AST et puis il a fait tout son travail derrière. Et bien entendu, dernière phase, il faut qu'on génère du code final. Dans cette phase d'émission, vous pouvez lui dire je veux du JavaScript, je veux un fichier de déclaration, je veux un source map. Donc vous avez une API pour ça qui s'appelle .emit. Et vous avez dans les options, c'est comme dans les options du tsconfig, vous pouvez éventuellement lui dire tu ne génères pas le fichier final s'il y a la moindre erreur, etc. derrière, ou sinon, s'il y en a une, tu le génères quand même. Puis tant pis, il y aura des erreurs au runtime, il y aura des cas qui n'ont pas été
vérifier avant. Mais ça permet de faire tout ça derrière et de générer le code final. Donc voilà, on a vu toutes ces phases-là derrière. Là, vous avez, alors là, c'est l'exemple où je lui ai dit de pas, alors du coup, de pas générer s'il y a une erreur. Et là, si je lui dis, bah, tu peux quand même le générer même s'il a une erreur derrière. Non, là c'est le bon cas, pardon. Là, j'envoie un string dans un nombre, donc là il vous lève l'erreur. Et là, j'envoie la bonne valeur, du coup il ne génère pas d'erreur et le fichier sera généré derrière. Donc voilà pour toutes ces phases-là derrière. Et on a vu que sur la phase numéro entre le binder et le checker, une fois que vous avez cet AST-là, et toutes les représentations qui ont été faites par TypeScript, vous pouvez faire des choses très intéressantes avec ce fameux AST, comme par exemple faire de l'analyse de code. C'est tout ce qui est, on va le voir après, des outils d'analyse de linting, d'analyse de complexité, générer de la documentation automatique, faire de l'API conformance, vérifier que les API sont bien appelées avec les bonnes méthodes, etc. derrière, et éventuellement générer de la statistique, il y en a plein d'autres. C'est quand même des outils pour de l'analyse liés à votre fonctionnement, à votre gestion, écriture de code au niveau du développement. Par exemple, sur le linting avec TSLint, vous pouvez l'outil le paramétrer de manière plus ou moins importante pour lui dire bah, tu vas faire juste que de l'analyse et me renvoyer des feedbacks. Et si vous allez, par exemple, activer le booléen fix enable, là, bah, TSLint va vous faire les corrections automatiques dans votre code si besoin. C'est à vous de voir si vous voulez que ça soit fait de manière automatique ou manuelle avec les retours qui sont faits par l'outil. Ça, c'est un premier exemple. Là, je vous ai mis un exemple sur une librairie pour travailler avec ce fameux AST-là. Une librairie qui wrap un peu les API bas niveau, qui vous permettent du coup de faire des choses assez sympas de manière un peu plus simple que les API qui sont très bas niveau au niveau TypeScript. Vous pouvez sinon du coup générer de la doc par exemple. Le projet le plus connu c'est TypeDoc qui va vous générer une doc dans le même style que la JSDoc derrière. Donc avec une doc classique, avec les méthodes, les propriétés, etc. derrière. Vous avez un autre projet que moi j'ai commencé il y a 2 ans pour ceux qui font de l'Angular, qui s'appelle Compodoc, qui permet de générer une doc spécifique au contexte en Angular, avec toutes les infos sur les modules, les composants, les services, etc. derrière, de manière automatique, en scannant votre code de manière transparente, sans compilation derrière. Donc ça peut être intéressant pour avoir une doc qui est toujours à jour, vous la générez à chaque build, et puis vos collègues peuvent vérifier qu'est-ce que vous exposez dans vos composants, dans vos services, etc. derrière. Alors dans ce projet-là, moi, à un moment donné, quand j'ai travaillé avec l'AST de TypeScript, je suis retombé sur des cas un peu particuliers où on s'attendait, par exemple, dans cette déclaration de route là, dans Angular, sur le chemin, là, moi je m'attendais, la plupart du temps, c'est une string qu'on expose et qu'on met un peu de manière impérative. Bah, il y a bien entendu, au bout d'un moment, on peut faire pas mal de choses. La string, elle peut venir d'une constante qui a été importée dans un autre fichier derrière. Et au niveau de l'AST, du coup, c'est beaucoup moins évident parce que vous n'allez pas vous récupérer une string, vous allez vous récupérer une référence qu'il va falloir aller récupérer derrière dans un autre fichier pour du coup savoir qu'au final, là, c'est pas juste... alors lui, il appelle ça une propertied access expression, mais dans l'AST de départ, vous n'avez pas la valeur. Donc après, il faut utiliser la fameuse librairie dont je vous ai parlé avant pour savoir que bah, c'est la variable pass, récupérer le fichier, le parser, récupérer la valeur de pass, et puis dans cette constante-là, aller récupérer la valeur de home derrière. Pour pouvoir générer, suivant le contexte derrière, moi c'est par exemple pour générer le routage au niveau d'Angular pour générer un graphe de ce type-là. C'était quand même plus sympa pour les gens d'avoir la vraie valeur finale de la route et pas juste le pointeur vers la variable. C'est des cas, il y en a plein d'autres, mais j'en ai mis, c'est un des exemples assez intéressant à faire avec ça. Ceux qui font de l'Angular, il y a des projets, par exemple celui-là, Ngraph, qui permet de vous lui donner votre source de code TypeScript et il va vous générer une interface pour naviguer de manière un peu plus dynamique dans votre code et dans tous les composants, les modules, etc. derrière. Vous pouvez générer de la statistique aussi. Là, c'est un autre projet qu'on a lancé avec un collègue qui s'appelle Wassim Chegam, qui permet du coup, vous lui donnez toute votre source TypeScript, vous lancez cette CLI-là, et il va vous générer tout des stats en vous disant bah, le nombre de décorateurs, le nombre de classes, les interfaces, les imports, etc. derrière.
nombre de fichiers TypeScript qu'il y a dans le projet, il y a tout un tas de choses. Si vous avez des idées ou des bugs, si vous le testez, n'hésitez pas à remonter. On peut faire aussi de la transformation de code. Parce que là, on fait juste de la lecture et on génère quelque chose, mais on peut travailler avec ce code-là. On peut faire de l'édition de code, par exemple, la CLI d'Angular, elle travaille un peu comme ça. Quand vous allez générer un nouveau composant, éventuellement dans un dossier bien particulier, elle va automatiquement vous rajouter la référence de votre composant dans le module en question, celui qui est le plus proche de là où vous avez travaillé. Bah là, c'est pareil, la CLI d'Angular va travailler avec l'AST de votre fichier pour aller détecter les infos sur le module et les références qui vont bien derrière, et vous rajouter le bon pointeur de manière automatique. On peut faire de la transformation de code aussi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'outil Prettier est basé sur l'AST de plusieurs langages, il n'y a pas que TypeScript. Mais du coup, il va vous permettre de transformer votre code au fur et à mesure que vous écrivez pour qu'il soit écrit de manière consistante et cohérente entre toutes les personnes de votre équipe, avec tous les formatages qui vont bien et il n'y a pas de décalage, etc. derrière. Lui, il travaille vraiment sur le fichier, il va vraiment modifier le fichier, à contrario des linters qui font juste de l'analyse et du rapport d'erreur. Vous pouvez faire du refactoring aussi. Par exemple, si vous utilisez, alors je reste toujours dans le monde Angular, la librairie RxJS qui a changé une API entre deux versions mineures, ils ont dit maintenant tous les opérateurs sur les observables doivent être dans un point pipe, etc. derrière. Vous doutez bien que dans un projet assez important, avec une grosse code base, on ne va pas aller faire à la main du CTRL F, etc. Ça peut être assez compliqué, assez long. Vous pouvez utiliser des outils là, comme celui-là, RxJS-TSLint ou d'autres, qui vont du coup scanner votre code et vérifier que dans le code-là, il y a bien un appel d'une API RxJS, que c'est bien observable, et puis faire la manip qui va bien pour refactorer votre code. Vous pouvez aussi ajouter des types manquants de manière automatique. Il y a un projet TypeWiz là, qui permet, du coup, en scannant votre code, de rajouter des types que vous n'auriez pas mis par défaut, par manque de temps ou par manque de temps. Il va vous le générer et les rajouter automatiquement. Vous pouvez faire aussi du type checking de fichiers JavaScript. J'en parle pas à fond avec TypeScript, mais je vous invite à aller voir ce talk là, de Nicolas Pennec au Basecamp, qui était assez intéressant sur justement comment on peut travailler qu'une code base JavaScript en TypeScript. Et puis là, on va voir quelques petits exemples sur justement, avec cet ST-là, qu'est-ce qu'on peut faire de assez sympa quand même. Un premier exemple, c'est quand vous récupérez une code base d'un gros projet ou d'un projet de taille moyenne, vous avez une structure de fichiers, des dossiers, mais vous n'arrivez pas forcément à voir les relations entre, par exemple, les modules au niveau ES6 ou TypeScript derrière. Qui est lié, qui utilise quoi, etc. derrière, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont plus utilisées. C'est assez compliqué. Il y a un projet dans le monde open source qui s'appelle Madge qui fonctionne très bien pour le code de ECMAScript, ES6 ou ES5, qui permet de générer des graphes 2D à plat, justement des relations entre tous vos modules, et de permettre de voir assez rapidement quel est le module le plus central qui est le plus utilisé, et puis toutes les relations entre tous ces fichiers-là, entre tous ces modules-là. Et puis j'ai découvert récemment qu'il gérait le TypeScript aussi de manière native dans l'outil. Donc du coup, moi je me suis dit, c'est cool les graphes 2D, mais si on pouvait passer en mode 3D, ce serait quand même plus sympa. Donc j'ai fait un petit POC assez rapide, que j'ai appelé Match 3D, le nom n'est pas super évolué, qui vous permet du coup, en lui donnant une source de... vous lui dites, tu vas me scanner ce dossier-là, tu vas me générer, travailler toute l'AST, tu vas me générer toutes les relations qu'il y a au niveau des modules derrière avec Madge, et puis à la suite de ça, moi je vais refaire une représentation avec un graphe, de manière un peu plus sympa derrière pour visualiser tout ça. Et vous pouvez vous retrouver avec des exemples comme ça, où du coup vous avez la petite interface là avec le petit graphe, vous pouvez aller naviguer, aller voir un peu les relations entre, bon là c'est du code d'Angular, entre les composants, les modules, voir ceux qui sont utilisés ou pas, et puis voir s'il y a des fichiers qui traînent, qu'on peut dégommer, ou voir les nœuds de congestion, les modules ou les composants les plus importants derrière. Voilà, un truc assez sympa pour naviguer de manière un peu plus on va dire ergonomique ou dynamique dans votre code. Ça, c'est un premier exemple. Il y en a un autre qui est que moi, on aime à peu près tous la musique. Et est-ce qu'on pourrait faire des trucs sympas entre du code et de la musique? Alors du coup, j'ai fait ce petit POC là,
qui est un outil qui, en gros, va travailler avec l'AST du code qui est posé dans cet éditeur de code-là. Alors, désolé pour le bug CSS, hein. Ça déborde un peu. Il va scanner la classe et il va faire j'ai imposé des correspondances entre les décorateurs, les variables, les classes, etc. derrière, et puis des notes sur le clavier. Et du coup, vous allez pouvoir générer du son avec... Si le son a bien marché... Non, il n'y a pas de son. Il y avait du son tout à l'heure. Je réessaye. Attends, je vérifie. Attends, je recommence. C'est dommage. C'est le démo avec du son qui ne marche pas. Bon, et alors vous irez sur le site, vous ferez la démo. Et j'avais rajouté en gros, je générais le code là avec les premières notes de la Marseillaise. Et en gros, normalement, s'il y a du son, on entend la Marseillaise derrière qui se met à jouer. Bon, l'effet démo, ça marche pas, c'est pas grave. Donc voilà, c'est des deux petites démos assez sympas pour voir qu'à partir d'une code base, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez derrière avec cette AST-là, les représentations que vous voulez faire, les cas. Il y en a plein d'autres, il y a des personnes qui font de génération de diagrammes UML à partir du code TypeScript, etc. Il y a tout un tas d'autres cas possibles. Alors moi, ma première conclusion, c'est que moi, je suis un grand fan de TypeScript, même s'il y en a d'autres dans le domaine du typage un peu plus fort de code JavaScript ou de cet environnement-là, Helm, ReasonML, il y en a tout un tas d'autres. Les inconvénients de TypeScript vis-à-vis de la communauté, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même certains, c'est le fait que d'abord, il y a une phase de compilation qui peut être assez importante, ou en tout cas qui existe, et qu'il faut prendre en compte éventuellement. Il y a une intégration des librairies JavaScript externes qui est de plus en plus facile, mais en tout cas qui n'est pas non plus minimale, ou en tout cas qui n'est pas la plus simple juste en une ligne de code. Il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. Et puis moi, pour ma part, et pour ceux qui font des extensions ou des plugins derrière, il y a pas, la documentation là, sur les API internes est certes en place, mais elle n'est pas assez poussée. Des fois, il faut aller creuser dans le code source de TypeScript pour vérifier qu'est-ce qui est renvoyé, qu'est-ce qui a été modifié entre deux versions mineures, etc., pour essayer de détecter un peu ce qui a bougé. Et sur les avantages, je pense qu'il y en a plein que vous connaissez, que vous pratiquez tous au jour le jour. Il y en a un d'abord, c'est la refacto assez facile, assez aisée d'une code base existante, qui vous permet de savoir, au fur et à mesure, en intégrant du code JavaScript, éventuellement de savoir s'il y a des choses qui n'ont pas été écrites ou typées, ou vraiment appelées de la bonne manière, etc. derrière. Ça génère du code un peu plus attractif pour ceux qui viennent du monde Java ou d'autres derrière. Ça permet de penser type. C'est un paradigme qui est assez intéressant par rapport au monde JavaScript où on peut mettre tout n'importe quoi. Il faut arriver à détecter la structure et à voir ce qui est fait dans l'algorithme. Mais d'avoir des informations de typage dans le code, ça permet de savoir un peu plus précisément qu'est-ce que la fonction, par exemple, a besoin en entrée, quel type elle a besoin, etc. derrière. Ça améliore du coup la maintenabilité et la lisibilité du code. Et puis ça vous permet, je vous en ai parlé avant, d'améliorer éventuellement une code base existante. Il y a plein d'entreprises qui ont migré. Il y avait un article de blog de l'équipe Slack qui avait migré leur ancienne code base JavaScript en TypeScript et ils ont expliqué comment graduellement ils ont pu avec TypeScript migrer petit bout par petit bout leur code base JavaScript vers du TypeScript derrière. Et puis ça ouvre la communauté front à des développeurs venant de mondes typé fort de manière assez native, Java, C# ou .NET. Et il y a un support assez fort aussi dans les IDE qui du coup booste pas mal la productivité, l'autocomplétion, ça permet de travailler de manière assez efficace au jour le jour. La conclusion, c'est que du coup, ni au niveau code, au niveau écriture, on a encore des choses qui vont être assez intéressantes au niveau TypeScript. Là, on a eu dans les dernières versions, la 2.8, l'ajout des types conditionnels, il y a tout un tas d'autres choses qui arrivent au fur et à mesure et qui permettent de faire des trucs assez sympas. J'aurais 2 points sur l'évolution de manière assez récurrente là, depuis les dernières années de JavaScript. On voit bien que JavaScript migre de plus en plus vers une vraie machine virtuelle
plutôt qu'un langage, même si ça reste un langage. Tous les frameworks qu'on utilise au jour le jour passent de plus en plus par des phases de compilation, que ce soit Angular, Vue ou d'autres derrière, pour générer du code qui est le plus optimisé possible vis-à-vis du runtime final, par exemple la VM de votre browser, pour avoir du code qui est léger, efficace et qui va marcher le plus efficacement possible. Je vous ai mis quelques slides là sur des liens d'articles, sur des blogs, la documentation de TypeScript. N'hésitez pas à la regarder si vous avez voulu creuser un peu le sujet. Pareil pour les compilateurs. Et puis, normalement, j'ai fini. Merci. Ça ira peut-être.